Oh my God! Amis internautes, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un chroniqueur régulier sur notre chaîne et à qui nous faisons appel pour essayer de décrypter un peu ce qui se passe dans ce monde. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Eric. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Tariq, l'actualité est chargée, mais j'aimerais te faire réagir sur un événement qui te touche peut-être plus particulièrement avant d'aborder le contenu de la conférence de presse que tes avocats ont donnée il y a quelques jours. Je veux parler de Sarkozy en prison. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Écoute, ça m'inspire plusieurs choses de ce point de vue parce que il y a l'élément de ce qui est connu de son implication sur plusieurs plans au niveau de parce qu'il a été condamné à plusieurs reprises. C'est une condamnation qui vient s'ajouter à d'autres. Il y a dans le processus qui le mène au fait d'être chef de l'État et d'être président de la République et dans ses activités, dans ses implications, des choses qui sont choquantes sur le plan du droit humain, des choses qui sont même peu acceptables, ne serait-ce que de ce qui s'est passé, la façon dont les choses se sont passées en Libye. Et c'est même pas moi qui le dis en fait, ce qui se passe en Libye, c'est les mémoires d'Obama qui mettent en évidence qu'à un moment donné, il y avait une volonté directe de la part de Nicolas Sarkozy de l'éliminer. Donc il y a une implication à plusieurs niveaux et de ce point de vue, il est en prison, il a été jugé, il faut dire et répéter qu'il n'est pas le seul qui devrait l'être, à commencer par Bush ou que ce soit ensuite même Obama et aujourd'hui des personnes qui sont recherchées ou en tout cas qui ont un arrêt contre eux par la Cour internationale de justice comme Netanyahou, etc. Donc, on se retrouve avec cette situation-là. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut mettre en évidence. Maintenant, du point de vue du strict droit, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui interpelle sur la façon dont les choses se passent parce que on est en première instance, la première instance le condamne et il doit aller en appel et ce que je sais du droit, c'est que jusqu'à ce qu'il y ait une décision en appel, on est présumé innocent. Non pas que je pense qu'il ne devrait pas être coupable, je pense que sur la base des faits, comme le répètent assez justement ceux qui ont suivi l'ensemble du procès, les faits sont clairs et ce qui est mis en évidence ne souffre aucune discussion selon eux, mais le droit, c'est le droit et quand on est condamné en première instance, on a l'appel. Ce moment où on va en prison alors qu'on est encore présumé innocent, moi, m'interpelle du point de vue du droit. Donc, je n'ai aucune sympathie pour les activités de l'homme. Je pense que il y a plus que cela sur lesquels on pourrait condamner l'homme dans son implication politique et dans sa façon d'avoir géré les choses sur le plan international, notamment en Afrique du Nord et en Libye. Mais même au-delà, je veux dire, même dans les façons dont les choses se sont passées dans sa politique au sens pratique. Donc ça, il y a un élément. Maintenant, sur le plan du droit français, on peut qu'être interpellé de la façon dont les choses se passent. Et on a comme l'impression qu'il y a quand même des règlements de compte là derrière. Et il faudrait garder en mémoire qu'il se peut tout à fait, sur le plan au-delà du droit,
que ceux qui avaient extrêmement mal vécu ce qui s'était passé et la possible, point d'interrogation, implication de Sarkozy dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn, soit maintenant le revers de la médaille qu'on lui fasse payer sur le plan du droit. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas très très transparent dans tout ceci et dans la façon dont les choses sont menées. Donc on pourrait tout à fait assister simplement à l'arroseur arrosé dans des règlements de compte internes, mais sur le plan de la condamnation, encore une fois, sur le plan des faits, les choses sont caractérisées. Sur le plan du droit, c'est quand même problématique. Bon. Donc toi, tu penses qu'il y a derrière un règlement de compte? Ah oui, moi je pense que je pense que le droit est le droit et qu'on va jusqu'au bout du droit, mais j'ai compris de ce point de vue que le droit était politisé. Je pense que les faits sont caractérisés, mais quand les faits sont caractérisés en France, ça suffit pas pour faire un condamné, ça suffit pas pour faire un innocent. Quand les faits ne sont pas caractérisés, il y a une instrumentalisation politique, c'est une évidence. Et ce que je pense de ce point de vue, c'est que, encore une fois, si on regarde comment les choses se passent du point de vue du droit, encore une fois, n'importe quelle personne qui connaît le droit, au-delà de ce qui a été changé du point de vue du droit français, quand on est accusé et en première instance, ou quand on est condamné en première instance, l'appel est suspensif et on doit attendre le deuxième moment. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, le concernant lui, alors qu'on sait qu'il ne va pas partir, alors qu'il est lié à la France et qu'il ne va pas fuir, comment se fait-il qu'on le mette en prison à ce moment-là? Alors, il y a deux solutions. Ou effectivement, c'est un juge tellement indépendant qu'il ne se préoccupe pas de tout le reste et qu'il ne prend que le droit tel qu'il a évolué, tel qu'il a évolué derrière ces dernières années, ce qui serait possible, mais j'en doute. Soit effectivement, avant que les choses ne puissent se décider, avant peut-être même qu'ils ressortent dans quelques jours ou quelques semaines, il y a autre chose qui est en train de se passer en France. Et on le sait d'expérience, en fait, et on le sait aussi au moment où DSK est sorti de la course politique, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout dans cette affaire-là. Et je pense que dans les deux cas, il y a des choses qui ne sont pas transparentes. Donc moi, je ne traduis aucune conclusion, j'émets des hypothèses, et je pense que au-delà de sa culpabilité, qui à mon sens ne fait aucun doute, et encore une fois, moi je me base sur les faits historiques, je me base sur ce qu'ont même dit d'autres chefs d'État au moment de ce qui a pu se passer. Parce que moi, ce qui m'intéresse plus au-delà de la corruption qui a été liée, parce que bon, encore une fois, hein, Sarkozy n'est pas le seul à avoir des fonds. Si on devait aujourd'hui prendre au mot et prendre à la lettre et en termes de corruption tous ceux qui prennent de l'argent des pays du Golfe, qu'ils les prennent sans qu'on le sache ou qu'ils les prennent sous la ceinture, il y aurait peu de monde au niveau de la classe politique qui ne serait pas éclaboussé. Donc si ça n'était que ça. Mais dans l'intervention politique, dans le fait d'avoir participé à l'élimination, et moi je n'avais aucune sympathie pour Kadhafi en tant que chef d'État dictatorial, mais je savais le rôle perturbateur qu'il avait par rapport à tous les pays occidentaux, dans le fait qu'il disait si vous continuez comme ça, on va déplacer le centre de gravité de notre économie, on va unir les pays africains. Je savais donc le côté dictateur sur le plan national ne fait pas oublier qu'il avait sur le plan régional une attitude qui dérangeait beaucoup l'Occident. On l'a éliminé pour ça aussi. Et Barack Obama dit même que le premier qui le voulait, c'était Sarkozy. Donc, sur le fait de la culpabilité de l'homme, moi, je veux dire, lui comme d'autres, elle ne fait aucun doute. Maintenant, la façon dont la construction s'est faite en France, il faut qu'on soit pas trop rapide à se réjouir d'une condamnation sans en comprendre, à mon avis, ou en tout cas poser les hypothèses des tenants et des aboutissants. On a quand même des éléments de preuve, Tariq. On a retrouvé la trace de 6,5 millions d'euros.
on a retrouvé la trace de 500 000 euros sur le compte de Claude Guéant. Là, en l'occurrence, il est mis en prison pour association de malfaiteurs, ce qui n'est quand même pas rien. Je dirais qu'on innove en matière de justice quand il s'agit d'un président de la République. Mais en réalité, cet homme aurait dû être destitué le jour où il s'est assis sur le référendum des Français qui ont dit non à la Constitution européenne et qui est passé par-dessus la volonté populaire pour nier ce référendum. Alors, moi, je dis toujours que celui qui est incapable d'être fidèle pour un peu ne peut pas l'être pour beaucoup. Si effectivement, à sa prise de pouvoir, la première décision qu'il prend, c'est d'annuler le référendum, c'est-à-dire la volonté populaire des Français, on peut s'attendre à tout. Et sincèrement, je pense que tu as gardé en mémoire l'émission la discussion que vous avez eue tous les deux. Moi, j'en ai une trace précise dans ma mémoire parce que j'ai trouvé l'attitude de Sarkozy particulièrement pédant et arrogant à ton égard. Et bon, en plus, c'est quelqu'un que je connais bien, pour qui je n'ai pas la moindre estime. Je pense que chez Sarkozy, il y a le haut de l'iceberg, mais si on voit ce qui se passe en dessous, c'est encore plus grave. Alors, c'est tout à ton honneur que de faire preuve de compassion. Non, tu m'as pas Eric, tu m'as pas compris. C'est pas de la compassion. Moi, c'est le contraire. Moi, je vais te dire une chose. Mon éducation et ma perception des choses, elle a été celle-ci. L'expérience spirituelle, ce qu'elle nous dit, c'est, et je cite là un verset coranique qui est vraiment celui sur lequel je place ma ligne, que même si vous deviez aller jusqu'à la haine d'un peuple, que la haine d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste, parce que le fait d'être juste est plus près de la piété ou de la foi ou de la conscience. Et moi, c'est cela. Tout ce que tu as dit sur les faits caractérisés, ce qu'on a trouvé sur le compte, ce qu'a dit, mais vraiment, ce qu'elle met en évidence, la juge, dans le compte rendu et dans ce qui est mis en évidence, ce que les médias ont minimisé, la juge ne le minimise pas du tout, elle dit un certain nombre de choses, et ce que tu rappelles est important. Même si après elle dit oui, il n'est pas accusé pour ceci, parce qu'on n'a pas la preuve de ce transfert ou de l'argent. Mais la caractérisation des faits, moi je n'ai absolument pas là-dessus, les choses sont claires. Donc il y a de ce point de vue, pour moi, une culpabilité. Donc ça, ce sont les faits. Ensuite, tu parles de la discussion, le débat ou le faux débat que nous avions eu à l'époque sur 100 minutes pour convaincre, où il avait été managé ou géré ou orienté dans son interpellation sur le moratoire par Bernard-Henri Lévy, ce qui a été ensuite dans un livre qui a été écrit Sarkostar, met en évidence le fait qu'ils se sont parlé l'après-midi, il lui a dit il faut l'attaquer là-dessus. Tout ça, je le sais, je sais la malhonnêteté, je sais, et puis ce que tu mets en évidence sur Maastricht également. Lui-même, il est allé dans, je veux dire, la démocratie, il l'a mise en évidence quand les choses lui convenaient, mais c'est pas quelqu'un qui à respecter jusqu'au bout la règle d'or de la démocratie. Encore pour nous, dans les communautés musulmanes, quand il organise les musulmans, il dit mais ils n'ont pas besoin de démocratie dans les mosquées. On les coopte par le haut, en fait. Ils s'en fichent de la démocratie. Tant que ce qui est important, c'est que ça lui convienne. Donc on est d'accord là-dessus. Moi, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que tout ceci fait pour moi qu'il faut aller jusqu'au bout du processus juridique. Parce que si on est sur le plan de la reconnaissance de l'état de droit, il faut que l'état de droit, il ait ses balises, il ait ses fondements et il ait ses régulateurs. En termes de droit, quand on dit qu'il y a une première instance ou quand on dit qu'il y a une deuxième instance,
en termes de droit, quand on accepte ou quand on revendique le fait que le droit ne doit pas être politisé, qu'il doit être totalement indépendant. Ce que je crois, moi, c'est-à-dire que le droit ne doit pas entrer dans le domaine de la politique. Mais si c'est le cas, quand quelqu'un, en première instance, est condamné et qu'il a l'appel pour se défendre, on dit en général, et c'est le droit, qu'il est présumé innocent pendant cette période-là. Et même pour ce qui concerne, ce qu'on moi, on m'a fait vivre, par exemple, la prison provisoire. Je suis présumé innocent, mais je suis quand même en prison. Et on se dit, mais attendez, je veux dire, alors après, vous justifiez ça dans le discours, oh, il peut fuir et tout ceci. Ça, c'est ce qu'on dit qui devrait se passer dans cette perspective-là. Or là, la condamnation, la présomption d'innocence, et puis on le met en prison avant l'appel, simplement d'un point de vue du droit, comme quelqu'un qui serait un citoyen lambda qui regarde le droit, il dit, je peux ne pas aimer l'homme, je peux penser qu'il est coupable, je peux regarder les faits, comme tu le fais justement là maintenant, en disant, attends, quand même, il y a quand même des faits, tout juste, on est d'accord. Et en même temps dire, mais ma position de principe, c'est que le droit, c'est le droit, il faut aller jusqu'au bout du processus, et la condamnation, ce sera la condamnation en appel qui confirmera ceci, parce que ce qu'il a fait est grave. C'est ce que je crois. Donc, c'est pas une démarche de compassion, c'est une démarche de cohérence. Mais toi, tu y crois encore à la justice, à l'état de droit? Non, non, non. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que parce que je n'y crois pas, je dois accepter qu'on ne l'applique pas? C'est une vraie question, ça. Ce que tu poses en termes éthiques, c'est une vraie question. Je pourrais partir du principe en se disant, c'est tellement faux tout ceci, qu'autant qu'il aille en prison tout de suite, parce que de toute façon, tout ceci, c'est un grand montage où on nous fait croire à l'indépendance de la justice qui n'existe absolument pas, parce que tout se décide ailleurs. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un, politiquement, à quelque part, qui ait décidé que on allait aller dans ce sens-là. Parce que politiquement, si on ne veut pas en France, ça se passe pas. C'est-à-dire qu'il faut que politiquement, à quelque part, quelqu'un ait voulu qu'il entre en prison. Et c'est là où je parle justement de la réponse du berger à la bergère, entre ce qui s'était passé avec DSK, où on savait l'implication de ce danger qu'il représentait pour les élections. Et je pense qu'il faut avoir la mémoire un peu longue. C'est pas un hasard que politiquement on soit allé jusque-là. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, je crois en la justice, je crois en son autonomie et son indépendance? Mais non, je veux dire, j'ai bien compris que tout ceci, je me souviens je viens de discuter avec une avocate qui dit, mais dire je crois en la justice de mon pays est une vaste crétinerie. Ben, elle a raison, je crois que c'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Mais du point de vue strict du droit, c'est vrai que c'est un tout petit peu troublant. Et que pour moi, en fait, ça va dans le sens de ce que tu dis, en fait. Ce qui s'est passé, qu'ils soient en prison là, c'est encore plus la preuve que c'est une manœuvre politique plus qu'une simple manœuvre juridique. Alors, je voudrais établir le lien avec ta conférence de presse d'il y a quelques jours où tes avocats ont apporté des éléments très importants qui peuvent normalement t'aider à établir ton innocence. Est-ce que tu peux, pour nos amis internautes, faire une petite synthèse de ces éléments-là? Oui. Alors, merci d'abord à toi parce que tu as été, toi, pour le fait de pouvoir rendre compte de ça, de pouvoir lui donner un espace public pour que ce soit entendu. Et pour te dire la vérité, au vu de l'omerta qu'il y a dans les médias dits traditionnels, que ce soit les chaînes d'information, c'est effectivement avec des personnes comme toi, avec ton équipe, avec vos canaux, qu'on a réussi à faire en sorte que ce soit un tout petit peu entendu. Effectivement, cette conférence de presse, elle est maintenant sur Internet. Il y a eu près d'1,5 million de personnes qui l'ont vue et qui ont pu se rendre compte de ce qui était apporté. Alors effectivement, pour la première fois, mes avocats suisses et mes avocats français se sont réunis à Paris. C'était la première fois parce que jusqu'à maintenant, l'avis de mes avocats, c'est qu'il fallait séparer les histoires. Il y avait la Suisse et il y avait la France, il fallait pas mélanger. Alors que moi, je disais depuis le départ, c'est une affaire française en fait. Tout ça, c'est une affaire française. C'est la France qui me cible et c'est pas un autre pays.
Et je disais ça d'autant plus que quand au début de mon affaire, on disait oui, mais il y a des femmes partout dans le monde, il y en a aux États-Unis. Je dis mais tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, c'était même Libération avait sorti oui, des femmes, vous êtes tout ça, c'était pas vrai. C'était les mêmes personnes qui amplifiaient l'affaire. Parce qu'en fait, même la plaignante suisse, elle est complètement impliquée, elle est impliquée avec les plaignantes françaises. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'effectivement, et c'est ça qui est intéressant, aujourd'hui, on fait cette émission, aujourd'hui, et c'est pour, je vais dire, le caractère tout à fait singulier de cette date d'aujourd'hui. Parce que dans le processus de l'évolution de mon affaire en Suisse, on m'avait posé la question pendant les procès, on m'a dit mais est-ce que vous maintenez que c'est eux ils disent toujours complot et tout ceci, je lui dis moi c'est un traquenard et j'ai des véritables doutes sur l'intention avec lesquelles la plaignante suisse est venue à ma rencontre parce qu'elle prend un faux prétexte d'une signature de livre qui n'a jamais eu lieu, elle insiste pour me voir, elle veut monter me voir, elle est tellement insistante que tout de suite je lui dis mais toi tu es DRG, et elle reconnaîtra que je ne sais cesser de lui répéter qu'elle était des renseignements généraux, des services de renseignement. Donc j'ai toujours eu ceci, mais mes avocats ont dit non, il faut prendre l'angle, parce que c'est le seul sur lequel on est solide, de la femme qui a été conduite, avec laquelle il ne s'est rien passé, qui a été conduite et qui veut se venger. Or il se trouve que sur Internet, on a trouvé dans les archives des éléments de postes qui ont été posés 2 semaines avant la rencontre, où effectivement une personne du nom de Leïla dit qu'il y a une torpille en prépa et que en fait que j'avais du souci à me faire. C'était 2 semaines avant la rencontre. Mais c'était exactement au moment où elle entre en contact avec moi. Elle dit dans ses messages, le chat a été fructueux. Donc, elle fait référence à quelque chose qui se passe. Et donc, moi, j'entends parler, en fait, de l'affaire Grégory, avec la stylométrie. Et je me dis, mais dans les 2 cas, dans les 2 affaires, en France et en Suisse, on a des messages qu'on n'arrive pas à identifier. Et qu'est-ce que je fais ? Je demande à une personne que je connais, je dis, mais est-ce qu'on peut pas demander à ChatGPT si effectivement on peut pas identifier, c'est quand même incroyable qu'avec les méthodes modernes. Et en fait, sur la personne suisse, ChatGPT, et la personne française d'ailleurs, ChatGPT dit, c'est effectivement la même personne, il y a une signature digitale ou linguistique. Mais si vous voulez en être sûr pour une affaire judiciaire, vous devriez vous tourner vers la stylométrie. Je ne connaissais pas ce nom. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et donc, je commence à regarder stylométrie et je tombe en fait sur une start-up qui est en Suisse. Et donc, une personne l'appelle. La personne dit non, nous, on ne peut pas le faire. Il faut que ce soit les juges qui nous appellent. Mais vous pouvez vous adresser à X ou Y experts. On nous donne plusieurs noms d'experts. Et donc, on fait ça. Et on envoie, alors pour la France, on a un dialogue qui a lieu 6 jours avant la rencontre, entre une dénommée Nathalie et une dénommée Sarah. Donc, elles discutent. Et puis, cette dénommée Nathalie, elle dit 6 jours avant, je vais le faire venir dans un hôtel, on va faire venir des paparazzis, on va prendre des photos, je veux les médias et je veux les journaux. Du style, je veux le faire tomber, quoi. OK, donc ça, c'était 6 jours. Et où est-ce qu'on trouve ce dialogue ? Sur une clé USB qu'elle a donnée. Et donc, on prend la brigade criminelle, quand elle voit ceci, elle lit ce qui est, elle dit, mais c'est sans doute elle, parce qu'elle fait référence à des choses qu'elle a dit devant la police. Mais la juge d'instruction, qui est totalement à charge depuis le départ, elle écarte ceci. Donc, on prend ceci, on l'envoie à l'experte, qui est vraiment très experte dans ce domaine-là, et qu'est-ce que dit l'experte ? Elle dit, c'est elle à 97% et 100%. Donc, et elle fait 6 tests, c'est-à-dire 3 tests différents avec 3 personnes différentes, parce que la stylométrie, c'est comparer le texte d'une personne avec le texte d'une autre personne, et une fois qu'on a identifié son style de langage, on regarde si ça correspond au texte inconnu dont on ne sait pas qui l'a écrit. Et donc, à 6 reprises, 97%, 97%, 100%, 100%, 100%, 100%, c'est elle. Et donc ça, c'est pour la France. Donc en fait, 6 jours avant, elle avait prévu de me tendre un piège. Donc, ça fait tout tomber. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la stylométrie
vient d'être reconnue comme étant une approche scientifique qui est utilisée partout dans le monde, mais peu en France, dont un des centres est en Suisse pour la langue française. Mais dans l'affaire Grégory, aujourd'hui, la grande tante est mise en examen sur la base de la stylométrie comme élément supplémentaire à un faisceau d'indices. Exactement notre situation. Mais nous, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est pour innocenter quelqu'un. Là, c'était pour l'accuser, pour l'innocenter. Donc, on avait par rapport à la France cet élément-là, et on a fait la même chose par rapport à la Suisse après coup. Et la Suisse, qu'est-ce qui se passe sur ces messages-là? La stylométrie, et il faut savoir que dans la stylométrie, il y a plusieurs types de stylométrie. Il y a ce qu'on appelle la stylistique forensique, la stylométrie forensique, et puis la linguistique forensique assistée par ordinateur. La dernière, là, c'est celle qui est la plus fondée scientifiquement. C'est celle que nous, on a. La personne, elle s'occupe de ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, ça renverse tout. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas j'ai pensé que c'était un traquenard. C'est là, j'ai la preuve scientifique qu'en fait, tout ceci est un montage, qu'il n'est pas venu me voir par hasard. Et par rapport à la Suisse, ce qu'on savait déjà, et pendant le procès, ça c'est important, c'est que pendant le procès, on dit, mais ces messages-là, vous avez admis que vous appeliez Leïla sur les réseaux. Non, 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 c'est pas moi. Alors, dans un premier temps, elle a dit, non, c'est pas moi. Non, je n'étais pas au courant. Puis ensuite, après, elle a dit, ce sont des faux. Ça, c'est intéressant, la progression, parce qu'elle ne s'arrête pas à dire, c'est pas moi. Elle finit par dire, c'est des faux, parce qu'ils existent. Et comment est-ce que, en fait, on les a eus? On les a eus sur les archives. Et quand on les a eus sur les archives, donc on a Leïla, et puis surtout une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, la police va faire une perquisition chez une témoin. Et qu'est-ce qu'ils trouvent chez la témoin? Des échanges emails entre cette témoin et la plaignante suisse. Et bingo, dans un des messages qu'elle envoie à la témoin, il y a le site Bakshish qui effectivement avait ce message-là. Donc, elle s'appelle Leïla, elle connaît le site Bakshish. Et ensuite, on a fait un travail que moi j'ai fait, parce que moi j'avais étudié la linguistique au niveau, dans mes études de littérature française. Et on m'avait proposé de faire quelque chose qui s'appelle les similarités linguistiques. C'est-à-dire, on prend les deux textes, de textes connus et de textes inconnus, puis on regarde, il y a des similarités en matière de ponctuation, en matière d'abréviation, en matière d'idiomes qui sont utilisés. Et là, on en a trouvé 7. En plus du fait qu'elle s'appelle Leïla et en plus du fait qu'elle connaît Bakshish. Donc, faisceau d'indices, tous concordants. Donc ça, c'est important parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'était pour la Suisse et on trouve la même chose en France. Et ce qui est le plus important encore et qui va rajouter de l'eau à notre moulin, donc à partir d'un certain moment, on ne peut pas, dans l'affaire Grégory, considérer que la stylométrie peut permettre de mettre quelqu'un en examen et dans l'affaire Ramadan, ça ne l'innocentera pas scientifiquement. Déjà, ça, c'est un élément. Mais l'autre élément qui est important, c'est que les deux plaignantes, contrairement à ce qu'elles disaient, elles se connaissent depuis 2009. Donc, elles se connaissent. Et les deux plaignantes connaissent qui également depuis 2009? Caroline Forest. Et les deux plaignantes vont être interpellées par qui? Le même avocat. C'est l'avocat Maître Morin qui part en mars en Suisse pour rencontrer la plaignante et la pousser. Dans ce que je te disais, les perquisitions qu'on a faites, on retrouve des messages de Caroline Forest qui disent il faut que la plaignante suisse porte plainte, sinon il va s'en sortir. Ah, ben voilà, c'est QFD. Donc en fait, ce qui était la réalité maintenant factuelle de quelque chose qui est un plan prémédité avant de me rencontrer par deux personnes qui se connaissent, qui en plus connaissent Caroline Forest depuis 2009, et puis qui arrivent en 2017 en disant ben oui, on a été violés, et puis qui inventent cette violence, ça tient pas. Et un dernier élément encore, c'est que nous, on a continué les investigations en France. Et puis, on a fait une investigation informatique. Parce que le jour où elle dit être séquestrée, il y a 3 connexions à son blog. Et ce blog, il s'appelle comment? Il s'appelle Mon intime conviction. C'est le titre de mon livre. Elle dit qu'elle a créé ce blog après m'avoir rencontré pour se venger. Or, le blog, il a été créé en février 2009, à savoir 9 mois avant de me rencontrer.
Donc, elle a un blog malveillant sur Tariq Ramadan 9 mois avant de me rencontrer. Et que le jour où elle est séquestrée, elle se connecte 3 fois à son blog. Et qu'elle dit, ah, mais c'était l'eurodatage qui était faux. Or, l'informaticien dit non. Avec le modèle de Windows qu'elle avait, l'eurodatage, il est universel, il est lié à ce qui est l'horloge mondiale, si je puis dire. Et puis, troisième des éléments, on a une photo d'elle, maintenant confirmée à 100%. Elle est dans la salle où je donne une conférence quand elle dit qu'elle a été séquestrée et violée. Donc, cette personne-là, elle est totalement disqualifiée du point de vue scientifique, en fait. Et c'était la seule qui a retenu l'avocat général. L'avocat général, quand il est venu dans un premier temps, il a dit la première, ça tient pas. La seule qui tient un peu parce qu'elle a un certificat médical, c'est la deuxième. La troisième et la quatrième ne tiennent pas. Donc, on a des éléments scientifiques très forts et ce qu'on a ajouté dans la conférence de presse, c'est que 2 des anciennes plaignantes, elles disent que, en fait, elles ont été manipulées. Ce n'est pas vrai. Une, elle dit, moi, c'est Jean-Claude Elfassi qui m'a poussé à dire viol alors que moi je disais que c'était pas viol. Et puis l'autre dit, mais c'est Jean-Claude Elfassi qui a écrit et signé ma plainte. Et donc, elle l'implique directement. Et donc, encore une fois, il faut savoir qui est Jean-Claude Elfassi. On dit souvent que c'est un paparazzo. C'est plus que ça. Hein. C'est un militant franco-israélien qui est de l'extrême droite israélienne. C'est-à-dire, c'est un type qui est un dingue, est un raciste, en fait. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et donc il nous a paru important au moment où tout ça sortait, parce que la conférence de presse, elle a eu lieu le 30 septembre. Le rapport de stylométrie, il est du 5 et du 13 septembre. Donc dès qu'on les a eus, on les a déposés. Donc là maintenant, il y a une demande de révision en Suisse de mon jugement. On verra ce que ça donne sur cet élément scientifique. Et puis, il y a une demande d'ouverture d'information en France en disant, là, les éléments nouveaux sont tellement importants qu'on ne peut pas aller au procès sans avoir fait des expertises judiciaires sur ces éléments-là. Et d'autant plus que maintenant, on a même en France la reconnaissance que ceci est possible, l'expertise judiciaire en stylométrie. Donc, ça a été reconnu dans l'affaire Grégory. Il faut qu'on en tienne compte aussi dans mon cas. Voilà. Bon, ben, on va croiser les doigts parce que là, on va avoir la preuve si la justice fonctionne encore ou parce que je me souviens d'une phrase qu'a prononcée Alain Soral à ton égard en disant si Tariq ne s'était pas appelé Tariq Ramadan, il serait sorti le soir même. Les 9 mois de prison qu'on lui a infligés, c'est pour le faire taire, pour le neutraliser. Et c'est mon avis et l'avis de Jacob Cohen depuis le début. Tariq, on en a déjà parlé, toi et moi. D'ailleurs, mais là, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que ce que tu dis, ce que dit Alain Soral, ce que dit Jacob Cohen, ça c'est vrai. Moi, on m'a même dit, pour te dire, on m'a même dit, si tu étais allé, si tu avais dit la vérité sur le fait que, parce que moi, ce que j'ai dit, je les connais, mais il n'y a pas eu de relation. Si tu avais dit et reconnu, tu n'aurais pas été en prisonnier. Je dis, mais pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai su après 2 heures qu'en fait, l'affaire, elle était ficelée déjà. Et donc, exactement, moi, si je n'avais pas le nom que j'ai, si je ne représentais pas ce que je représente en France, ça aurait été classé sans suite. En France comme en Suisse d'ailleurs, parce que la Suisse, elle s'est complètement alignée. Il faut quand même savoir que depuis 5 ans, l'alignement des procédures, donc, et je l'ai répété aussi en Suisse, j'ai dit, j'aimerais que vous me jugiez comme n'importe quel individu, comme n'importe quel citoyen, non pas pour le nom que je représente ou ce que vous pensez que je représente, au-delà de mon seul statut de citoyen. Donc effectivement, là, de ce point de vue-là, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on a mis dans le supplément d'information quelque chose qui concerne la déposition de Soral, qu'il a faite en Suisse en disant qu'il connaissait les 2 premières plaignantes, qu'il n'a jamais été question de viol, qu'elles mentent, que ce n'est pas vrai. Et donc il a pris une position de ce point de vue-là qui était une position qui est sur ce plan-là à son honneur d'avoir dit la vérité et d'avoir mis en évidence que il connaissait Enda Yari et Christelle et que de ce point de vue, il n'a jamais été question de viol et que c'était des femmes qui avaient d'autres attentes que cela. Bon, je ne sais pas si tu regardes encore un peu la télévision, mais en ce moment, on a toujours les mêmes à l'œuvre, à commencer par Caroline Forest, qui remet une couche sur les frères musulmans.
Alors, moi, je suis toujours amusé par cet argument, parce qu'en fait, moi, les frères musulmans, j'ai beau les chercher, je les vois pas, je les trouve pas. Mais Caroline Forest, elle les voit partout. Et tu constates que d'autres prennent le relais de ce genre d'arguments. Alors l'objectif, évidemment, c'est d'entretenir la peur, c'est de diviser les gens, de les dresser les uns contre les autres. Un commentaire. Alors ça, c'est une question qui est très très importante. C'est une question qui est très très importante. Et là aussi, tu vois, je veux dire que d'un point de vue méthodologique, il faut être extrêmement clair. La première des choses, c'est que l'organisation des frères musulmans, elle existe, elle a été créée en 1928 et elle a une histoire. Et que, comme n'importe quel mouvement qui soit politique ou religieux avec un pan politique, il faut considérer ce qui a été dit et comment les choses ont évolué. Moi, mon problème avec beaucoup des gens qui parlent des frères musulmans, c'est qu'ils n'ont connaissance ni de l'histoire, ni des faits, ni de l'évolution. Parce que le mouvement, il n'a pas été, il a une longue histoire, il y a eu des dissidences, il y a eu des gens qui sont partis dans la radicalité, il y a eu des gens qui ont critiqué l'option de l'éducation. Il y en a même, j'avais eu une discussion ici sur ton antenne avec Youssouf Indy qui voyait les francs-maçons et tout ceci. Et moi, mon problème avec ceux qui parlent de ceci, c'est qu'ils ne sont pas informés et qu'ils ne comprennent pas. Je veux dire, même Soral lui-même dit oui, c'est une création des Anglais. Et là, je veux dire, fait à l'appui, on pourrait avoir une discussion pour montrer. Alors encore une fois, là, c'est une discussion qu'on doit avoir sur l'organisation, son histoire et son évolution. Et là, il faut être informé, puis il faut avoir une discussion qui soit loin des récupérations idéologiques, parce qu'on le sait. Moi, quand on vient me dire, mais les Anglais eux-mêmes disent qu'ils ont eu des contacts avec les frères musulmans, mais évidemment que les Anglais vont le dire, la façon, comme les Américains le disent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'une des façons de discréditer ton opposant, c'est de laisser entendre que tu collabores avec lui. Évidemment que ceci existe. Je veux dire, n'importe quelle personne qui connaît la politique sait que ce sont les méthodes des dominants de corrompre les dominés, même en les voyant, en laissant entendre, et même laissant des traces du fait qu'ils se sont vus. Et donc, là, ce qu'il faudrait, c'est avoir une vraie réflexion sur l'histoire avec un tout petit peu d'objectivité. Est-ce à dire que on est forcément d'accord avec l'évolution, avec le contenu, avec la perspective? Non, moi-même, qui suis le petit-fils du fondateur, je n'ai eu de cesse de mettre en évidence qu'historiquement, il y a eu des erreurs et des erreurs graves. Et encore une fois, jusqu'à ce qui s'est passé dernièrement avec les élections en Égypte. Je veux dire, la critique politique, elle suppose un positionnement politique qui soit indépendant des appartenances. Et ce n'est pas parce que je suis le petit-fils d'eux que je n'ai pas un regard critique sur l'organisation dans son évolution, dont je ne fais pas partie, mais je ne veux pas que le fait de ne pas en faire partie permette à des gens de dire n'importe quoi sur l'histoire de ce mouvement-là ou voir sa radicalité, parce que ce sont des légalistes. D'ailleurs, on leur a souvent reproché d'être trop légaliste, de passer par et de ne pas être dans la résistance. La première décision en 1954 chez les frères musulmans, 54-55 après la répression nassérienne, c'est que certains vont reprocher d'être trop légalistes, trop dans l'acceptation et pas suffisamment révolutionnaire. Et l'un de ceux qui va être plus révolutionnaire, qui s'appelle Said Roth, qui vient par la suite, eh bien, il va dire non, on n'y arrivera pas par l'éducation, faut frapper la tête de l'État si on veut libérer l'État. Donc voilà, tout ça, il faut le connaître. Et la troisième des choses, c'est aujourd'hui ce qui doit être compris, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire des frères musulmans, ils sont contre l'usage des armes, à l'exception de la Palestine. Et ils disent en Palestine, et il faut bien comprendre qu'on est en train de parler ici de la situation qui est avec l'Irgun et le Stern avant même la création, disant mais c'est eux les terroristes, c'est eux les groupes terroristes. Et donc, internationalement, on savait que l'Irgun et Stern, c'était des groupements terroristes. Et donc, eux, ils disent, par rapport à leur programme de colonisation, la résistance armée est légitime par rapport au terrorisme armé auquel on fait face. Donc, on est à un moment historique.
Et ça a évolué de ce point de vue-là en disant, encore une fois, dans une ligne qui est totalement en lien avec ce qui est le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et des propos tout à fait naturels de quelqu'un comme Nelson Mandela dans la Résistance, qui dit, et je le répète tout le temps, il dit, vous prenez les armes et les armes que vous allez prendre pour résister dépendent des armes que l'on vous impose pour vous opprimer. Donc, si ce sont des armes, vous allez forcément, je veux dire, c'est l'oppresseur qui détermine les armes que va devoir. Donc, à un moment donné, on a des mouvements de résistance. Et ces mouvements de résistance ne sont pas uniquement islamiques. En Palestine, ils sont de différentes natures. Ils sont laïcs, ils sont marxistes, ils sont musulmans, ils sont même de la radicalité, ils sont même chrétiens. Je veux dire, on a des mouvements qui sont liés à la théologie de la libération, qui sont à l'intérieur et qui sont même ceux qui ne sont pas de la théologie de la libération, qui sont des chrétiens qui sont liés à l'Église d'Orient et qui considèrent, eux, que de ce point de vue, il y a une résistance. Notez que le pape François, avant de mourir, est en contact journalier avec les chrétiens qui résistent et il sait que parmi eux, il y a des gens qui résistent à l'oppression israélienne, donc ils sont des combattants. De ce point de vue, quand on sait ceci, on comprend que la réalité palestinienne est spécifique et qu'elle s'est engagée. Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre l'équation palestinienne? Parce qu'en fait, c'est à partir de là que va se déterminer la narration internationale sur les musulmans. En 2001, il y a les attaques aux États-Unis. Le premier qui intervient, c'est à l'époque Sharon qui dit « Maintenant, vous allez savoir ce que c'est que le terrorisme. Vous êtes les premières victimes. » Et il fait un lien entre les résistants palestiniens chez lui et ce qui se passe internationalement. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, et c'est ça qui est aujourd'hui une dérive et une bouillie terminologique, une bouillie dans la conceptualisation politique, c'est qu'en fait, tout musulman dont on voit qu'il peut être pratiquant et qui a une conscience politique va être réduit à être un frère musulman. Et frère musulman, ça va impliquer tous ceux qui ont une conscience libre et résistante. C'est-à-dire, quand on est pratiquant et résistant, sans doute frère musulman. En d'autres termes, on va avoir deux clans maintenant. Les musulmans qui nous conviennent, c'est-à-dire ils acceptent la narration, le propos des États, ils veulent tellement être intégrés qu'ils sont totalement désintégrés, sans référence à leurs principes, sans rien, et pas de conscience politique. Ou alors leur conscience politique s'intègre totalement au paysage tel qu'on le leur impose. Et puis tous les autres, à partir d'un certain moment, au nom justement de cette bouillie terminologique, est frère musulman, tout musulman qui réfléchit. Tout musulman qui a une conscience, tout musulman qui a une conscience politique et qui dit non. Dès que tu dis non, on regarde si tu as une barbe. Dès que tu dis non, tu es perdu si tu as un foulard. Dès que tu dis non, tu es perdu si tu pratiques. Et donc, de ce point de vue, il faut qu'on se rende compte que, en fait, c'est devenu la référence d'un processus de diabolisation de la conscience politique musulmane à travers le monde. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que on est assigné à devoir dire non, on n'est pas... non, on n'est pas violent, non, on n'est pas ci, non, on n'est pas ça, non, on n'est pas antisémite, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Et ce type d'assignation à la défensive fait qu'on a créé une catégorie historique qui ne répond absolument à rien de ce que j'ai dit dans la première partie de mon propos, c'est-à-dire comprendre l'histoire, et puis qui mélange tout le monde, et puis qui finit par dire, eh ben, c'est les mêmes en fait, c'est l'État islamique, les radicaux, c'est tous les mêmes. C'est-à-dire que, mais ce qui est étonnant, c'est que sortent de cette catégorisation tous ceux qui sont liés avec les États du Golfe les plus rétrogrades dans la référence musulmane. Et pourquoi ils sortent du lot, ceux-là? Parce qu'en fait, ils sont rétrogrades sur le plan de leur type de rapport, mais ils sont soumis à l'ordre économique qu'on leur impose et ils sont des collaborateurs alors sécuritaires qu'on leur propose et avec lesquels ils travaillent. C'est vrai des Émirats, c'est vrai de l'Arabie Saoudite, c'est vrai du Qatar, c'est vrai. Tous ces pays-là, ils sont entrés dans la boucle. Donc l'islam qu'ils proposent n'est pas dangereux, puisque la politique qu'on leur impose fait qu'ils contrôlent les leurs. Mais les musulmanes et les musulmans indépendants quant à leur foi, indépendants quant à leur intelligence politique, ceux-là sont dangereux.
Donc, ceux-là, c'est tous des frères musulmans. Et l'équation, c'est que frères musulmans, ça veut dire, en fait, si vous poussez plus loin, vous allez vous rendre compte qu'ils ont une relation avec le Hamas. Donc, s'ils ont une relation avec le Hamas, de ce point de vue-là, vous n'avez que deux solutions. Sur le plan du rapport à Israël, ils sont antisémites. Et sur le plan de la résistance à Israël, ils sont les soutiens des terroristes. Donc, vous êtes soit pro-terroriste, soit antisémite. C'est QFD. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, de ce point de vue-là, et quelqu'un comme toi, tu finis par être l'idiot utile de ceux qui sont soit antisémites, soit pro-terroristes. Et l'équation, elle est faite. C'est-à-dire, on nous enferme dans quelque chose que si on ne comprend pas comment le déconstruire de l'intérieur, terminologiquement, intellectuellement, historiquement, ben on est perdu, quoi. On est tout le temps sur la défensive. Mais là, pour la première fois, on assiste à un basculement dans l'opinion publique. J'aimerais te faire écouter deux, trois déclarations de sionistes, à commencer par la députée Caroline Dayan, Nuli Keffer et Rachel Kahn. Rachel Kahn qui a dit que une vie vaut une vie, c'est la propagande du Hamas. C'est ce que j'ai entendu de plus ignoble depuis des mois. Je n'avais pas entendu ça, alors. On va l'écouter là. Je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Il dit une vie égale une vie égale une vie, c'est la propagande du Hamas. C'est fort quand même. Je ne sais pas comment on peut oser dire une chose pareille. Alors, une autre, Caroline Dayan. Pendule à l'heure et de réaffirmer les mensonges d'abord, de mettre le doigt, comme l'a fait d'ailleurs Caroline Fourest très très bien. Enfin, c'est absolument magnifique ce qu'elle a fait là sur LCI hier. De redire que nous avons assisté à un mensonge continuel pendant 2 ans qu'a duré cette guerre à Gaza et que ce mensonge-là émane de la propagande islamiste et de la propagande islamo-gauchiste et que c'est à nous, en fait, de rétablir la vérité des faits et l'authenticité de ce qui s'est réellement produit. Et je pense qu'au fur et à mesure, on pourra le faire, j'espère en tous les cas, un peu moins difficilement, voire un peu plus facilement qu'hier. Pour moi, sionisme et vérité, c'est antinomique. Mais je voudrais te faire écouter une autre déclaration qui me rendrait presque un peu optimiste sur la justice de notre pays, Tariq. Donc ce front de la justice qui est maintenant devenu extrêmement important et les autorités israéliennes sont véritablement inquiètes de toutes ces procédures qui sont en train d'être mises en place contre les soldats. J'en fais même les frais puisque je suis sous enquête du parquet antiterroriste. Je suis accusée, alors que je ne suis même pas soldate de Tsahal, mais je suis accusée d'avoir participé au génocide, complicité de crimes de guerre, complicité de génocide, de provocation publique avec effet de génocide. Bien, donc vous voyez que c'est une manœuvre d'intimidation. Alors, bien entendu, de la même manière qu'ils ne m'intimident pas et que nous continuerons d'agir. Ces soldats, il est très possible à l'étranger dans beaucoup de pays. Je trouve qu'il faut absolument gagner cette bataille judiciaire. D'abord, elle est tout à fait possible puisqu'il n'y a pas eu de génocide, il n'y a pas de crime de guerre et donc nous devons le prouver. Si nous devons passer par la justice pour le faire, il faudra aussi se battre sur ce point. Extraordinaire. Oui. Alors, je peux voir dans quel sens tu dis que tu peux avoir un espoir. Je pense que ce que l'on voit là, ce que tu viens de montrer, c'est intéressant d'avoir vu ces éléments-là, parce qu'on est effectivement dans l'excès, tel excès qu'on en arrive à dire, les larmes dans les yeux, que la vie d'un homme ne vaut pas la vie d'un homme.
que ce qu'a dit d'ailleurs, par ailleurs, Caroline Forest, en mettant en évidence que les enfants palestiniens qui mouraient ou les innocents palestiniens qui mouraient, c'était pas exactement la même chose que les innocents israéliens. C'est ça. Ces excès-là, cette façon de pouvoir le dire et de le dire de cette façon-là. S'ajoute en plus l'idée que il y a eu des mensonges pendant la guerre et que en fait les seuls qui tiendraient la vérité ce seraient les Israéliens dans ce qu'ils ont fait, et donc tout le reste serait de la propagande et l'information objective viendrait d'Israël, en plus de ce qui s'est passé avec un certain nombre de soldats qui sont allés, dont on sait aujourd'hui que certains soldats franco-israéliens qui ont la double nationalité étaient directement impliqués dans des actes de terreur et des actes de terrorisme au sens du fait de tuer des innocents en connaissance de cause à Gaza. Ces éléments-là, moi, ce qui me donne de la force de ce point de vue-là, c'est qu'on est arrivé de ce point de vue, ce type de discours sur un certain nombre de chaînes, qui peuvent être des chaînes israéliennes ou des chaînes d'information continue en France, la nécessité de venir et de le répéter est inversement proportionnelle au sentiment populaire qui ne les suit plus. Je veux dire, qui en Europe aujourd'hui croit que Israël dit la vérité? Qui, à l'exception de ceux qui mènent cette propagande-là? C'est quelques personnes qui sont tout le temps en train de, sur les médias, c'est toujours les mêmes et qui viennent. Les peuples européens, les peuples américains, ils n'y croient pas. Le mouvement, ce qui a mené au fait que l'on tue Kirk, l'influenceur américain, qui tout à coup réalise. Il dit, mais en fait, moi, j'étais pro-Israël en pensant qu'ils étaient pro-États-Unis, mais en fait, j'ai compris que nous étions à la solde d'une propagande israélienne. Il est en train de faire marche arrière au moment où il réalise ceci. Et on l'élimine. Alors après, on vient pleurer en disant non, c'était l'ami d'Israël. Non, il y a une conscience chez lui, comme chez beaucoup de gens aux États-Unis, comme chez beaucoup de gens en Europe, comme chez beaucoup de gens en Australie, comme à travers le monde, le Sud global. Ils ne croient pas à la parole de vérité de l'État d'Israël. Pour eux, ce sont des menteurs, c'est eux les propagateurs de cette propagande. Ça, c'est un. Et la deuxième des choses, c'est qu'ils se rendent bien compte, que tout le monde s'est rendu compte que les responsables israéliens ont dit, littéralement dit, qu'ils ne parlaient pas d'êtres humains, mais d'animaux humains. Et que finalement, leur comptabilité est une comptabilité macabre, et que s'ajoute à ceci, aujourd'hui, que l'on sait que même si les États ne font rien, même si les États ne font pas assez pour justement juger ces soldats qui partent tuer, la conscience internationale et la conscience mondiale est totalement en opposition avec le discours de propagande. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de venir autant, et c'est pour ça qu'ils sentent bien que là, ils perdent du terrain. Et qu'en plus de ceci, le serpent se mord la queue, parce que de plus en plus, les gens ne vont pas chercher leur information dans ces chaînes-là. Ils peuvent les regarder, mais ils sont maintenant connectés à d'autres voix qui leur disent autre chose sur les réalités. Et c'est des centaines de millions de personnes aujourd'hui qui, sur les réseaux sociaux, partagent la réalité d'un autre narratif sur ce qui se passe en Palestine. Bien. Est-ce que, d'après toi, un État suprémaciste et génocidaire a sa place dans l'humanité? Alors, moi, ma position, elle est restée la même si aujourd'hui, on voit que les choses sont de plus en plus difficiles. Parce que, comme le disait un politicien français, qui disait c'est bien beau de reconnaître l'État de Palestine, mais c'est quoi? C'est un État que vous allez constituer sur des ruines, ou c'est quoi? Quel est le projet? C'est au-delà de la symbolique. Pardon, il y a une certaine indignité à ceci. Et il y a l'État d'Israël, et on a entendu là, c'était je crois cette nuit en fait, aux États-Unis, Trump qui dit à Israël, si vous continuez à annexer la Cisjordanie avec les 2 derniers projets que vous avez là, vous remettez en cause le soutien américain, ce qui est on a l'impression qu'il impose, et en fait c'est des contorsions
verbal, mais ça n'a rien d'impact. Si je veux dire, s'il y avait quelque chose à faire contre la politique israélienne, c'était il y a 2 ans qu'il fallait la mener. C'est pas en nous disant maintenant que c'est la colonisation et la colonisation continuée de la Cisjordanie qui pourrait perturber ce soutien. Si on a continué à soutenir malgré ce qui a été fait pendant 2 ans, c'est que quoi qu'il arrive, on continuera. Le reste, c'est que de la mise en scène. Une fois qu'on a dit ceci par rapport à l'État d'Israël, par rapport à cette situation-là, l'État en tant que tel, la réalité de l'intérieur de l'État d'Israël, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est qu'on a une vision de cette force militaire qui donnerait une densité à la réalité de l'État. En fait, dans les faits, à l'intérieur, il y a des vrais délitements. Il y a des véritables problèmes. Il y a un véritable problème économique, il y a un véritable problème démographique. Il y a des vrais problèmes dans la réalité de ce pays-là. Et qu'à partir d'un certain moment, moi, ma position, elle reste la même. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je dis toujours, tous ceux qui veulent n'en faire qu'une question politique doivent marcher sur 2 jambes. La première des jambes, elle est quand même ce qu'on nous dit du côté de même quelqu'un qui n'est pas croyant comme Netanyahou. Enfin, c'est ce qu'il dit, qu'il n'est pas croyant, mais il dit quand même, cette terre, elle est à nous depuis 3000 ans. C'est ça. Ce qui est tout à fait étonnant d'ailleurs de gens qui ne reconnaissent pas que Dieu existe, comme dit Ilan Pappé, mais qui ne reconnaissent pas que Dieu existe, mais qui pensent que Dieu leur a quand même donné cette terre de façon exclusive. Cette réalité-là, elle est qu'il faut que nous apportions. Toi comme chrétien, d'autres comme juifs et moi comme musulman, il faut qu'on ait une position forte qui est de dire les 3 religions abrahamiques et les autres d'ailleurs doivent pouvoir vivre ensemble sur cette terre. Ça, c'est une position principe qui doit souffrir. Le caractère juif de l'État d'Israël, ça suffit. C'est le caractère universel de n'importe quel État de droit. Et cet État de droit, il doit reconnaître les 3 religions abrahamiques et toutes celles et ceux qui voudraient vivre et qui n'auraient peut-être pas forcément de religion, mais qui ont le droit à pouvoir vivre là. Et à côté de ceci, sur le plan politique, la reconnaissance, alors comme étape, moi je disais 1967 et les frontières de 67, mais l'étape pour moi, c'est effectivement d'arriver à vivre ensemble. C'est ça le projet. Aujourd'hui, il n'y a plus de réalité de 2 États. Tout ça, c'est, encore une fois, comme disait Guy, quand on parlait ensemble, il dit c'est ce que tout le monde dit et personne ne croit. C'est la requête que tout le monde exprime mais à laquelle personne ne croit, c'est-à-dire l'idée de 2 États. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, est-ce qu'on peut aller vers quelque chose qui est la reconnaissance de ces droits fondamentaux sur le plan religieux, sur le plan citoyen, sur le plan religieux, et le fait d'aller vers la reconnaissance du droit de tous à pouvoir vivre ensemble. Il n'y a que cette réalité-là. Et aujourd'hui, c'est le système israélien lui-même qui est en train d'imploser de l'intérieur, étape après étape, et qui ne pourra pas continuer à vivre longtemps sur le fait de terroriser tout le monde et de dire qu'on est la victime de tout le monde. Donc à partir d'un certain moment, je me souviens d'un débat avec Sormand, j'étais avec lui, on était en train de débattre dans une émission à l'époque, Guy Sormand, et qui disait, ça avait provoqué un tollé, qui disait on ne peut pas ne pas poser la question de savoir si Israël ne travaille pas à sa propre fin, c'est-à-dire n'est pas en train de travailler contre lui-même sur le long terme. C'est des questions qui sont essentielles parce qu'on ne peut pas propager une telle idéologie et l'appuyer sur des actes aussi horribles que ce qu'on a vu pendant 2 ans et ne pas se dire qu'on cache quelque chose sur le plan de son propre équilibre intérieur, qui est un vrai déséquilibre et social, et politique, et économique. Et puis de plus en plus de personnes quittent Israël aujourd'hui au gré de ce qui s'est passé. Bien. Tariq, c'est toujours trop court pour qu'on puisse aborder tous les sujets. Je voulais qu'on parle ensemble de ce plan de paix, je mets ça entre guillemets, de Trump pour Gaza, qui ressemble plus à un vaudeville qu'à un plan de paix. Mais si tu veux bien,
on se garde ça pour le mois prochain. Volontiers, avec grand plaisir. En tout cas, merci et j'espère que ta santé ira mieux au-delà de la fatigue, que tu puisses te reposer et que tout se passe bien. Oui, alors il faut préciser à nos amis internautes qu'effectivement ce soir, si l'émission est un peu plus courte, c'est parce que j'ai une crève carabinée depuis hier, que j'ai de la fièvre, que j'ai froid, que je tremble, que j'ai passé une nuit de merde. Mais je me soigne et j'espère que je vais aller mieux le mois prochain. Merci, Tariq. Merci à toi. Infiniment. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à nos modératrices Caroline Ruby et Sam Léo. Merci d'être fidèles au poste. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée. Long, long time ago. God save the king. Oh my